Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International, l'émission réalisée avec Radio France Internationale en partenariat avec Le Monde et sur les antennes de TV5 Monde. Merci donc d'être avec nous. Nous avons choisi aujourd'hui de fixer les regards, les interrogations sur une partie du monde bien difficile à décrypter, à anticiper. Il s'agit du monde arabe, essentiellement de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie, foyer de tension, de division, d'éclatement. Et nous avons convié, pour tenter d'y voir plus clair, Gilles Kepel. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en France, aux États-Unis, professeur à Sciences Po, et vous êtes spécialiste reconnu du monde arabe et de l'islam. Beaucoup de questions à vous poser au cours de l'heure qui vient avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et de Christophe Hayat du quotidien Le Monde. Peut-être, avant de vous entendre, un retour sur ces dernières semaines ou peut-être sur la dernière décennie en Irak avec un comparatif des présidents. Nous allons entendre Barack Obama, l'actuel président des États-Unis, et son prédécesseur. Retour sur cette période. Nous sommes prêts à envoyer un petit nombre de conseillers américains supplémentaires, jusqu'à 300, pour évaluer comment nous pouvons entraîner, conseiller et soutenir au mieux les forces irakiennes de sécurité. En ce moment, les forces américaines et de la coalition procèdent aux premières étapes des opérations militaires pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et défendre le monde d'un grand danger. L'offensive américaine met fin au régime de Saddam Hussein en quelques semaines. Après cette victoire rapide, c'est le bourbier. La guerre civile fait des milliers de morts. Les Américains finissent par partir en 2011, mais rien n'est réglé. La haine entre chiites au pouvoir et sunnites marginalisés explose, à tel point que tribus sunnites et anciens baasistes accueillent à bras ouverts les fondamentalistes qu'ils ont chassés quelques années plus tôt. Début juin, la surprise générale, environ 5000 djihadistes débarquent de la Syrie voisine. Ils envahissent et occupent le nord de l'Irak en quelques jours. Les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant imposent leur nouvelle loi. Barrage sauvage, arrestation arbitraire, exécution. Sur cette autre vidéo de propagande, le djihadiste demande à ses prisonniers s'ils soutiennent l'État islamique. Pour un État islamique, longue vie. L'homme ne répond pas. Simulacre d'exécution, il sera finalement abattu comme les autres. Face à ces fous de Dieu, l'armée officielle irakienne contre-attaque avec ses alliés kurdes, mais aussi les milices chiites. Toutes ont répondu à l'appel de leur chef suprême, Ali Sistani. Les trois villes saintes, Najaf, Kerbala, mais surtout Samara, sont désormais menacées par la vague rouge des djihadistes sunnites. Le grand frère chiite voisin, l'Iran, est très inquiet face à l'avancée de ces terroristes. Nous déclarons à toutes les superpuissances, à leurs mercenaires, leurs criminels et leurs terroristes que la grande nation iranienne n'épargnera aucun effort pour protéger ces sites sacrés. Paradoxalement, l'Iran et les États-Unis partagent ici le même ennemi. En deviendront-ils pour autant amis? Régleront-ils ensemble la crise irakienne et le dossier nucléaire? Ce n'est peut-être plus qu'une question de temps. Voilà pour ce parallèle. Gilles Kepel, il y a donc 10 ans, les États-Unis intervenaient en Irak. On se souvient du prétexte des armes de destruction massive. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation est plus périlleuse, plus incertaine, plus grave d'une certaine façon? C'est bien pire, oui, puisque vous avez un certain nombre de référents qui étaient des États relativement stables à l'époque, la Syrie notamment, qui aujourd'hui ne le sont plus. Et on voit que la fragmentation d'implosion. Enfin, elle a déjà implosé, hein, puisque au fond, ce qui se passe depuis la victoire au référendum de Shaw, organisé par Bachar el-Assad il y a peu, c'est que vous avez aujourd'hui deux Syries, l'une qui est sur la côte méditerranéenne et qui va jusqu'à Damas, et puis l'autre qui touche l'Irak, qui est le bastion aujourd'hui de l'État islamique, qui a traversé la frontière d'ailleurs vers l'Irak également. Vous avez eu l'émergence d'un État kurde. Les Kurdes ont récupéré Kirkouk, qui est un peu leur Jérusalem.
le pétrole kurde coule dans la Méditerranée, et de l'autre côté, vous avez un bout d'Irak majoritaire, chiite, qui est lui complètement collé à l'Iran et très largement dépendant de celui-ci. Donc, les frontières voilà. Et ce qui a changé, en fait, c'est que par rapport à la espèce de stabilité qui était née de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelait les accords Sykes-Picot, qui avaient figé d'une certaine manière les frontières, à l'exception de l'État d'Israël qui est né en 1948, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, ces accords ont explosé. Vous avez un nouvel État très important, qui est l'État kurde, qui est un État qui est assez fort aujourd'hui, qui a beaucoup d'argent, qui dispose de beaucoup de soutiens internationaux et qui va certainement jouer un rôle nouveau et important qu'on n'arrive pas exactement à percevoir dans la configuration de ce nouveau Moyen-Orient, où par ailleurs vous aviez des forces de chaos. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que le paradoxe des paradoxes, est-ce que l'Iran et les États-Unis, en principe ennemis absolus, vont jouer ensemble? J'étais à Téhéran. Les ennemis de mes ennemis, c'est bien connu, sont mes amis. J'étais à Téhéran la semaine dernière, dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient, et j'écoutais le ministre des Affaires étrangères, M. Zarif, qui nous a parlé uniquement de guerre contre la terreur, c'est-à-dire contre la terreur sunnite. Et si j'avais, en fermant les yeux, on avait l'impression d'entendre George Bush, si vous voulez, c'était exactement le même vocabulaire. Et ensuite, je me suis trouvé à Abu Dhabi dans un autre colloque où là, il n'y avait que des Arabes sunnites, saoudiens, émiratis, koweïtiens et des sunnites de Bahreïn. Et pour eux, cette perspective, c'était l'horreur absolue, si vous voulez. En même temps, les dirigeants des pays arabes du Golfe ont très peur d'ISIS ou d'ISIL ou de Daesh, dans la langue qu'on utilise, c'est-à-dire les djihadistes État islamique en Irak et au Levant. Certains groupes d'individus très riches, sunnites, les ont financés, mais ils ont très peur que ces djihadistes reviennent en Arabie. Pour eux, la route de Riyad passe par Damas, si vous voulez. Finalement, un petit peu le problème qui se pose aujourd'hui aux dirigeants français aussi. Alors, les questions de mes confrères et consoeurs, Sophie Malibaud, RFI. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Irak, l'avancée des djihadistes sunnites de l'État islamique en Irak et au Levant, est-ce que cette progression très rapide, c'est le résultat de la situation actuelle en Syrie ? C'est le résultat de la situation actuelle en Syrie et le résultat de la situation actuelle en Irak. C'est-à-dire que en Syrie, ce groupe d'État islamique a gagné énormément d'argent. Il contrôle les puits de pétrole, paradoxalement, qui ne sont pas bombardés par l'armée de l'air de Bachar al-Assad. Ils vendent, autant qu'on le sache, une partie de ce pétrole aux troupes, au régime d'Assad, là encore un gros paradoxe, aux Turcs et à un certain nombre d'autres. Ils ont aussi pas mal d'argent des rançons. Et donc, ça leur a permis de construire un trésor de guerre. C'est un groupe qui est extrêmement mystérieux. On a un certain nombre de données dessus, mais il ne faut pas du tout le percevoir comme Al-Qaïda, c'est-à-dire comme une entreprise pyramidale qui programme des attentats à l'étranger. Par exemple, le 11 septembre, vous aviez les billets d'avion, les cours de pilotage, etc., qui étaient payés en amont par la comptabilité d'Al-Qaïda, signée par Ben Laden. Là, c'est pas pareil. On a un groupe qui se répand sur le sol, à la surface, avec de gros appuis locaux. En Syrie comme en Irak, vous avez les tribus sunnites qui ne sont pas nécessairement philo-islamistes, mais qui les soutiennent parce qu'elles s'estiment persécutées par les Alaouites de Bachar al-Assad d'un côté ou par les chiites de M. Maliki à Bagdad de l'autre. Et là se crée toute une espèce de bouillon de culture duquel sortent un certain nombre de djihadistes qui vont aller vers l'extérieur, que ce soit vers les banlieues françaises, vers la Belgique, comme on l'a vu, ou bien vers d'autres pays. On parle beaucoup de ce que Maliki a maltraité finalement les sunnites d'Irak et des responsabilités qu'il a dans cet état de fait. Mais est-ce que, je reviens sur la Syrie, la façon de la non-intervention en Syrie est aussi vraiment responsable de la dégradation de cette situation? S'il n'y avait que le facteur intérieur irakien, est-ce que ça n'aurait pas pris une autre tournure? Ça, c'est difficile de le savoir en rétrospective, mais indéniablement, le fait que les puissances occidentales ont annoncé qu'on allait punir Bachar al-Assad, qu'il fallait qu'il tombe, que c'était l'ennemi de l'humanité, et que ensuite rien n'a suivi, évidemment, ça a ouvert un gouffre extraordinaire dans lequel se sont précipités un certain nombre d'individus, de djihadistes, qui ont utilisé cet argumentaire, mais qui avaient derrière une autre idée, si vous voulez. Et c'est le dilemme dans lequel sont les États occidentaux aujourd'hui, et le problème qui se pose
comment incriminer, même en termes judiciaires, les djihadistes qui partent en Syrie ou qui en reviennent. Christophe Fayad, Le Monde. Je vais reprendre un peu ce que disait Sophie. Les erreurs et les bêtises de George Bush, on les a longuement analysées, décortiquées. Mais le fait que Barack Obama soutienne un dictateur chiite à Bagdad et combatte ou dénonce un dictateur assimilé chiite à Damas, c'est-à-dire qu'ils soutiennent Maliki et qu'ils combattent ou dénoncent Bachar al-Assad, est-ce que ça ne rend pas la politique américaine au Proche-Orient totalement illisible? Est-ce qu'on y comprend encore quelque chose? Où vont les Américains là-dedans? Elle est complètement illisible, mais vous savez, la politique russe aussi est illisible. Par exemple, les Russes, aujourd'hui, fournissent des armes à l'armée égyptienne de M. Sisi, payés par un chèque de l'Arabie saoudite. Or, les Russes sont les soutiens d'Assad, que, en principe, les Saoudiens combattent. Mais désormais, les Saoudiens à Riyad trouvent que les djihadistes saoudiens qui sont allés en Syrie et qui mettent sur leur page Facebook un selfie en disant les dirigeants saoudiens vont tomber une fois qu'on aura fait la peau à Assad, terroristes, tout ça. Donc on a cette espèce de recomposition où les repères traditionnels, la seule chose qu'on sache, pour revenir sur le début de votre question, c'est le grand paradoxe des néoconservateurs américains en 2003, quand ils envahissent l'Irak, c'est qu'ils pensent qu'ils vont jouer les chiites irakiens et que les chiites irakiens qui sont, d'après eux, parce que surtout les exilés qu'ils voyaient aux États-Unis à l'époque, qui sont pro-américains et à la limite pro-israéliens, vont établir une sorte d'État vertueux dans la région qui va faire que les chiites d'Iran se soulèveront et feront tomber le régime de Khamenei, le régime de la République islamique, et que ce sera l'Irak chiite, sera le grand producteur de pétrole qui marginalisera l'Arabie saoudite coupable d'avoir enfanté Ben Laden. Ils ont eu le temps de voir que ça se passait pas comme ça. Oui, et en fait, ils ont livré, paradoxalement, les néoconservateurs, c'est le paradoxe ahurissant, ils ont livré l'Irak à travers la promotion de Maliki, Premier ministre chiite, et qui, au cours des derniers mois, a mené une politique qui excluait complètement les sunnites du pouvoir, ce qui fait que l'État islamique, dans sa progression, c'est pas juste 5000 bons hommes. Quand ils ont pris Mossoul... Ils ont un soutien populaire, oui. Et puis pas seulement populaire, aussi des cadres de l'ancienne armée de Saddam Hussein. Le jour où ils ont pris Mossoul, l'armée régulière est partie en courant, peut-être aussi parce que ses meilleurs éléments étaient en Syrie, en train de se battre avec Bachar el-Assad contre les rebelles sunnites. Il faut bien voir la chose. Mais tout de suite, ils ont fait voler des hélicoptères. Or, imaginez un djihadiste qui vient des banlieues françaises ou d'ailleurs, ou du désert saoudien. À piloter, oui. Je ne pense pas qu'il puisse immédiatement piloter un hélicoptère sophistiqué livré par les Américains. Donc vous avez là des pilotes qui se sont joints à tout ça. Et les néoconservateurs américains avaient joué les chiites irakiens pour faire tomber l'Iran. Ils n'y sont pas parvenus. Aujourd'hui, dans le deal qui se prépare entre les États-Unis et l'Iran, on voit bien qu'une partie de l'establishment américain considère qu'à l'intérieur de l'Iran, il y a une frange de modérés, le président Rouhani, le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif par exemple, qui eux sont prêts à s'allier aux Américains, probablement pour se servir d'eux pour faire tomber les durs du régime. Vous voyez, donc on a un jeu je pense que ça s'appelle, c'est le Mikado, c'est ça, le jeu où on tire sans faire tomber les autres éléments. Mais en fait, tout le monde tombe en ce moment. Est-ce que c'est réaliste, sachant que, par exemple, on a aussi les milices de Moqtada Sadr qui sont mobilisées et qui ne veulent pas entendre parler des Américains? Oui, bien sûr. Enfin, tant que les Iraniens les laissent comme ça. Mais vous savez, dans le monde chiite, aujourd'hui tel qu'il est au Moyen-Orient, c'est l'Iran qui commande, globalement. Et la question, c'est de savoir quel Iran. C'est ça qui m'a beaucoup frappé quand j'étais à Téhéran la semaine dernière, c'est qu'on voyait bien que le système iranien aujourd'hui est assez partagé. Vous avez vraiment un clivage entre le guide suprême Khamenei et les Pasdaran, qui sont l'armée irrégulière idéologique du régime, qui est très riche et très bien armée. Et de l'autre côté, cette tendance plus pragmatique, enfin disons, l'ancien président Rafsanjani, le président Rouhani et les Affaires étrangères Zarif, avec qui j'ai eu un entretien, et dont on a l'impression qu'eux attendent du deal avec les Américains de pouvoir rouvrir l'Iran à l'étranger. Si l'Iran se rouvre à l'étranger, s'il met son gaz
dont il a de très grande quantité sur le marché et dont il a besoin. Parce que vous allez en Iran aujourd'hui, le pays est dévasté économiquement. J'ai voyagé dans une même journée de Téhéran à Dubaï. C'est pas, comme on dit en anglais, qu'il y a simplement un gulf, c'est-à-dire un gouffre entre les deux. On a l'impression qu'il y a plusieurs siècles entre les androïdes projetés dans le futur, l'aéroport de Dubaï, et tout qui est cassé en Iran, si vous voulez. Là, hein. On sent bien qu'il y a un énorme besoin d'argent frais et que c'est là que des choses se jouent. Il y a cette espèce de mouvement tectonique des plaques dans la région qui a été finalement rendu possible par les révolutions arabes, par le dynamisme qu'elle a insufflé, mais qui aujourd'hui part dans des directions que personne ne donne l'impression de contrôler. C'est ce que disait Christophe Ayad à l'instant. Mais je reviens aux Américains. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, il va falloir... Bon, ils sont dans une schizophrénie, anti-Iran quelque part, pro-Iran de l'autre. Est-ce qu'ils vont finir par choisir et réaligner leur politique d'une manière radicale? Et est-ce que vous pensez qu'en Iran, on est prêt à ça aussi? Ou alors, on va rester dans cette espèce d'entre-deux très longtemps? Une sorte d'union sacrée. Voilà. Deuxième question, là-dedans, la France, elle, est beaucoup plus pro-sunnite, pro-saoudienne, anti-iranienne, alignée sur des puissances sunnites de la région. Alors tout d'abord les États-Unis, et vous nous répondez sur la France ensuite. Ensuite, en fait, c'est un jeu encore plus compliqué, c'est un jeu à quatre. On essaie de comprendre, hein, on vous écoute, mais c'est le principe de cette émission, voilà, on décrypte. Parce qu'il y a Israël aussi dans le jeu, qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire on a tendance à, depuis les révolutions arabes, on a tendance à oublier cette histoire. Quand j'étais jeune, le Moyen-Orient, c'était le conflit israélo-arabe. Ensuite, avec les révolutions arabes, on a vu qu'il y avait le primat sunnite contre chiite. Et ensuite, c'était sunnite contre sunnite, c'est-à-dire les frères musulmans contre les Arabes du Golfe, qui eux sont aussi religieux et salafistes et qui ont fait tomber les frères musulmans au Caire en finançant la prise du pouvoir par le général Sissi. Donc, dans cette affaire, aux États-Unis même, vous avez deux grandes lignes qui s'opposent. L'une qui est très favorable au lobby pro-israélien et qui considère que l'Iran est le principal danger pour Israël et qui donc pousse, en tout cas Netanyahou le pousse. Mais j'étais aussi dans cette tournée en Israël et j'ai rencontré un certain nombre de dirigeants des think tanks, de ce qu'on appelle l'État profond israélien, qui est un État organisé autour des forces de sécurité, qui m'ont dit, mais nous, on a plutôt dit on a fait des notes à Netanyahou disant que finalement, on pouvait avoir une politique de la main tendue envers l'Iran. Netanyahou est contre pour des raisons électorales, mais sur le fond, ça n'est pas inenvisageable. Il faut se rappeler aussi que une partie de l'establishment militaire israélien, le général Shaul Mofaz par exemple, sont des juifs iraniens, si vous voulez, qui ont gardé un certain nombre de contacts, peut-être pas directement, mais avec une partie de l'establishment iranien. Donc il y a cet élément-là. Et il y a l'élément à l'intérieur de l'Amérique qui dit, au fond, l'Iran, c'est 80 et quelques millions de personnes, une classe moyenne assez sophistiquée, une population qui est globalement pro-américaine. Il faut bien voir que l'Iran d'aujourd'hui, c'est le pays, sans doute en termes de la population, pas du dirigeant, enfin, ils ne le disent pas tous, qui est le plus pro-américain de la région, ce qui est un énorme paradoxe. Alors le coup du grand Satan, ça serait fini. Dans ce cas-là, on se réconcilie. Écoutez, quand j'écoutais, j'étais dans la conférence avec les responsables iraniens l'autre jour, je fermais les yeux, je pensais que c'était George Bush. Je n'ai pas entendu une fois parler du grand Satan. En revanche, il n'y en avait que pour les Saoudiens qui étaient violemment incriminés parce qu'on leur reprochait depuis Téhéran d'être derrière la progression de l'armée islamique, de l'État de l'armée islamique, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, l'ISIS, Daesh, enfin, les djihadistes irakiens. La crainte, c'était quoi? C'était que si l'Irak est à moitié perdu pour l'Iran, c'est-à-dire si l'Iran n'est plus capable d'avoir sous son contrôle l'Irak de M. Maliki, alors ça veut dire qu'à ce moment-là, dans le deal avec les Américains, les Iraniens arrivent en position de très grande faiblesse. Et s'ils arrivent en position de faiblesse, du coup, ils vont être contraints à des concessions qu'ils ne veulent pas faire. Et dans ce processus, c'était une opération sunnite destinée à affaiblir les Iraniens pour les empêcher d'aller au deal. Gilles Kepel, on vous retrouve dans un instant, avant cela sur les antennes de RFI de TV5 Monde, pointe de l'actualité, et on va continuer à tenter d'y voir un peu plus clair dans cet Orient compliqué.
Retour international, vous êtes sur RFI, sur TV5 Monde, émission réalisée avec le quotidien français Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Gilles Kepel pour tenter d'y comprendre un peu plus, d'y voir un peu plus clair d'une situation confuse actuellement dans le monde arabe, notamment dans cette région entre l'Irak, l'Iran et la Syrie. Nous étions en train de l'évoquer. Suite de notre entretien avec Sophie Malibaud, RFI. Est-ce que l'Irak d'aujourd'hui a encore une chance d'exister dans ses frontières actuelles avec des sunnites, des kurdes, des chiites, un gouvernement d'unité comme de nombreuses voix l'appellent? Comme l'Amérique le demande aussi, oui. Oui, c'est-à-dire que les frontières sont plus du tout où elles étaient. Par exemple, il n'y a plus de frontières entre l'Irak et la Syrie aujourd'hui dans la zone sunnite, puisque l'État islamique, entre guillemets, d'Irak et du Levant l'a effacé. Il la traverse comme ils veulent. Mais c'est irréversible? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, on ne voit pas trop quelles sont les forces qui peuvent le changer. En revanche, vous avez une nouvelle frontière qui s'est créée autour du Kurdistan irakien, qui est devenu un vrai État et qui a pris Kirkouk. Quand j'étais, il y a quelques années, je demandais à mes étudiants toujours qu'est-ce qui définit un État au Moyen-Orient. La réponse, c'est une entité qui est capable de signer un contrat avec une compagnie pétrolière internationale et qui a quelque chose qui ressemble à une capitale. Les Kurdes, ça y est, ils ont ça. Leur pétrole coule à travers le pipeline qui passe par la Turquie et qui arrive à Ceyhan en Méditerranée. Et d'autre part, ils sont emparés de Kirkouk qui est leur Jérusalem. Donc là, vous avez quelque chose, un État qui est né. Mais vous les avez Turcs, par exemple, les Turcs vont laisser faire ça? Alors, c'est une relation très compliquée. J'étais aussi en Turquie au moment où Mossoul est tombé, où les Turcs ont eu une centaine d'otages dans la deuxième ville d'Irak. Voilà, la deuxième ville d'Irak est prise par l'armée islamique. Et les responsables turcs avec qui j'en parlais me disaient non, on s'inquiète pas parce que au fond, ils sont sunnites comme nous, ils ne vont pas nous garder. En fait, cette histoire est en train de durer et d'empoisonner la situation. Il faut bien voir que les Turcs qui étaient perçus comme, au départ, comme anti-kurdes, le kémalisme considère que les Kurdes doivent être intégrés, c'est les Turcs des montagnes, etc. Aujourd'hui, la puissance économique du Kurdistan irakien fait que M. Barzani, le patron des Kurdes d'Irak, incite les Kurdes de Turquie à voter pour M. Erdogan. Ce qui crée une relation de dépendance, et il y a une grosse dépendance économique aussi. Là encore, on ne sait pas très bien, pour l'instant, les frontières turques ne sont pas menacées, mais ce sont des frontières extrêmement effervescentes. La frontière turco-syrienne est une frontière de guerre, et la frontière turco-irakienne aussi. Imaginez si la Turquie était aujourd'hui dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne, l'espace Schengen aurait comme frontière la Syrie en guerre, l'Irak en guerre et l'Iran en situation compliquée. Christophe Ayat, Le Monde. On a longtemps vu, enfin ça fait une décennie qu'on voyait Al-Qaïda comme la principale menace auquel l'Occident pouvait être confronté. Quel type de menace va poser l'État islamique en Irak et au Levant, et quel est son projet au-delà de ces projets régionaux de déstabilisation de l'Irak, de la Syrie, de l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est un projet mondial? Est-ce qu'on a affaire à une sorte de deuxième Al-Qaïda beaucoup plus puissant, beaucoup plus riche, beaucoup mieux armé, menaçant aussi l'Occident ou d'autres capitales. Qui fonctionne en fait de manière très différente. On est dans un Al-Qaïda postmoderne. Dans Al-Qaïda, c'est Al Jazeera, si vous voulez. Ça naît au milieu des années 90. Ça va avec les chaînes satellitaires arabes. D'ailleurs, Al Jazeera lui donnait beaucoup de publicité. Aujourd'hui, c'est très différent. Ça n'est plus à travers les chaînes. Il y a quelques images, comme celles qu'on a vues tout à l'heure dans votre documentaire, qui passent. Mais ce qui passe de ces images, c'est à travers YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter, etc., etc. Et donc, on a un mouvement djihadiste qui est beaucoup plus déstructuré, au sens du vêtement déstructuré, si vous voulez. Et qui construit des systèmes de pouvoir locaux et qui utilise les individus qui viennent sur place pour leur faire accomplir un certain nombre d'actes qui vont affaiblir l'adversaire où qu'il soit. Alors, en deux mots, pour vous l'expliquer, en fait, il y a un idéologue qui est derrière tout ça, dont on ne sait pas s'il est toujours vivant ou s'il est mort, qui s'appelle Abu Musab al-Souri, Abu Musab le Syrien, qui a publié sur l'Internet des milliers et des milliers de pages très didactiques. C'est un ingénieur formé en France, d'ailleurs à Nancy, et ensuite de nationalité espagnole. Il a épousé une ancienne gauchiste espagnole qui a écrit un espèce de compendium en ligne qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale ». Et c'est lui qui explique, par exemple, on peut voir l'affaire Mera, l'affaire Tsarnaïev, l'affaire Nemmouche,
dont les attentats de Boston, l'affaire Meyrat à Toulouse et l'affaire Nemouche, donc le suspect du meurtre du musée juif de Bruxelles, à travers ça. C'est-à-dire, il ne va plus payer des billets d'avion et désigner des cibles, comme le faisait Ben Laden à partir du haut, mais dire les gens sont réislamisés d'une manière salafiste djihadiste sur le terrain, entraînés au maniement d'armes, et après on lui dit, il faut choisir des cibles molles qui vont coûter le moins cher possible en termes de réalisation et faire le maximum d'effets médiatiques. Par exemple, donc, les juifs. Pas les centres communaux, pas les centres religieux, parce que ça c'est compliqué à expliquer à la base, la religion, mais des centres communautaires. Par exemple, l'école, dans le cas de Meyrat, l'école juive de Toulouse, le musée de Bruxelles, dans le cas de Nemouche. Les grands rassemblements sportifs, les Tsarnaïef à Boston, etc., où les militaires musulmans apostats, entre guillemets, donc renoncés à l'islam, qui servent sous l'uniforme français, anglais, etc. Meyrat a ciblé principalement des soldats originaires d'Afrique du Nord, et il y avait quelque chose qui a été éventé en Angleterre pour tuer des soldats d'origine pakistanaise servant sous l'uniforme britannique. Donc c'est comme ça qu'on voit ce mouvement aujourd'hui. C'est pour ça que je ne crois pas du tout qu'il y ait un nouveau 11 septembre. Mais ça, en revanche, il risque d'y avoir une multiplication des affaires Nemouche, Meyrat, etc., dans un certain nombre de pays. Et ce n'est pas un secret, les autorités françaises l'ont déclaré plusieurs fois, qu'ils considèrent que le risque politique des djihadistes retour d'Irak est aujourd'hui, par exemple, pour la France et pour d'autres pays européens et pour d'autres pays de la région, un risque majeur. Et vous estimez que les autorités devraient réagir comment? Comme la Grande-Bretagne, par exemple, qui a adopté des lois pour interdire un certain nombre de mouvements Alors, il y a les mesures d'interdiction. La Grande-Bretagne va plus loin, puisqu'elle déchoit de sa nationalité des gens qui ont été naturalisés anglais s'ils sont prouvés qu'ils sont djihadistes et même s'ils deviennent apatrides. Toute la difficulté, c'est d'arriver à est-ce qu'il faut uniquement s'attaquer à l'effet, ou est-ce qu'il faut commencer par la cause? Si vous voulez, par exemple, l'un des enjeux aujourd'hui pour les djihadistes français, il y a deux politiques. Il y a une politique qui dit il faut que tous les musulmans dénoncent ces djihadistes. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui est musulman, comme vous et moi pouvons être chrétiens, orthodoxes, juifs ou athées, devrait se sentir nécessairement concerné parce qu'il s'appelle Mohamed pour dire je dénonce les djihadistes. Lui-même n'en a rien à faire éventuellement. Et du coup, il se sent incriminé parce qu'on lui dit parce que tu es là. Il me semble plutôt que la bonne politique, c'est ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire de faire en sorte que ce milieu, ces familles, etc., qui se sentent menacés par le recrutement de ces jeunes qui se font souvent contre les parents, etc. Il y a quelques 700, je crois, en France. Oui, 700, 800, là, les chiffres varient tout le temps, c'est pas très bien, mais c'est de l'ordre de plusieurs centaines, alors qu'en Afghanistan, on parlait de quelques individus, voire de quelques dizaines. Hein, qu'ils soient plutôt soutenus, finalement. Voilà, et donc faire en sorte que les familles puissent s'identifier complètement aux institutions françaises. Parce que derrière le projet de Abou Musab al-Souri, dont je parlais tout à l'heure, il y a l'idée que les actes de violence vont susciter des réactions massives de la société majoritaire. Et donc que celle-ci va devenir, entre guillemets, islamophobe, ce qui fait que des individus issus des populations musulmanes qui n'étaient pas du tout pro-djihadistes vont se solidariser avec eux à cause de la haine des autres. Et Abou Musab al-Souri voit ça de manière beaucoup plus loin, c'est-à-dire il va y avoir une sorte de guerre civile, de constitution d'enclaves, et un peu comme c'est le cas en Irak aujourd'hui, et à terme les sociétés vont éclater. Donc le modèle de la balkanisation irakienne, si vous voulez, est quelque chose qui s'inscrit aussi dans la réflexion dogmatique, idéologique de Souri. Alors ça peut sembler complètement fou et paranoïaque, mais vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont biberonnés à ça. Christophe Ayad. Est-ce que vous voyez justement dans les scores du Front National, d'un certain nombre de partis populistes en Europe, une sorte de possible effet d'enchaînement de réaction, qui peut conduire à un sentiment d'exclusion et donc des réactions, etc. Enfin, ce processus que décrit ou qu'espère Abou Musab el-Souri. Alors, en fait, c'est très paradoxal, parce que dans le livre que je viens de publier, Passion française, les voix des cités, justement, j'ai interviewé plus d'une centaine de candidats aux législatives de 2012, dont les trois quarts dans l'échantillon sont originaires du Maghreb et du monde musulman, pour l'essentiel. C'est la première fois qu'il y a 400 candidats sur 6000, c'est un
on peut considérer dans un premier temps, 8%, c'est Mmh. la distribution de cette population en population globale, et que c'est un signe très positif qui va vers l'intégration, puisqu'auparavant, ça n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'individus, de citoyens, de nos conseillers issus de cette population dans les institutions publiques, et notamment dans le Parlement, qui représentent la souveraineté française. Mais parmi la masse des candidats, vous avez toutes sortes de gens. Vous avez des gens qui sont socialisés par les partis politiques traditionnels, mais vous avez des petits candidats, eux, qui sont aux marges de tout ça, des candidats de mosquées, des candidats d'associations, etc., et dont un certain nombre, ça m'a beaucoup surpris, sont avec le Front National. C'est pas une masse, bien sûr, hein, mais j'en ai, par exemple, il y a une demi-douzaine de candidats originaires du Maghreb qui sont soit encartés au Front, soit sympathisants du Front. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que le Front National, c'est le parti des exclus. Que les exclus soient des exclus fils de Gaulois, si j'ose dire, ou Français récents. Celui qui pousse à terme cette logique, c'est Alain Soral, qui est donc ancien communiste, aujourd'hui compagnon de route de l'extrême droite, et qui veut unir les fils de Français récents, entre guillemets, et les fils de Gaulois, entre guillemets aussi, dans une lutte contre les élites mondialisées, le sionisme, entre guillemets, on voit évidemment, c'est un mot codé, hein, c'est les Juifs, et qui rappelle d'ailleurs l'entre-deux-guerres, puisque d'ailleurs Soral se définit lui-même comme un national-socialiste à la française aujourd'hui. Donc on voit ces lignes de clivage. Paradoxalement, vous avez une partie du vote Front National, qui est un vote anti-immigré, on n'en peut plus, etc., et une partie du vote immigré, qui est faible pour l'instant, qui se porte sur le front parce que le tabou a été exclu. Alors, a été rompu. Il ne faut pas considérer que c'est un bouleversement massif, mais il y a quelque chose qui a changé, indéniablement. De même que le mariage pour tous, en France, a mobilisé des associations islamiques aux côtés de partis de droite et fait en sorte qu'un certain nombre de villes de banlieue populaires ont basculé, puisque il y avait bien sûr une abstention massive, mais des grosses associations islamiques dans certaines cités, Bobigny par exemple, qui est communiste depuis que le communisme existe, est passé à droite, entre autres parce que les associations islamiques ont rejoint les groupes de droite contre le mariage pour tous et contre les socialistes, entre guillemets, corrupteurs sur la terre. Sophie Malibaud, RFI. Et que devient en France, en fait, ce clivage qui existe dans la région, au Moyen-Orient, entre chiites et sunnites? Qu'est-ce que ça devient dans la communauté musulmane française, ce clivage? Alors, les chiites en France sont quasiment inexistants. Mais néanmoins, vous avez quelques groupes pro-chiites qui se sont rapprochés de Soral, dont je parlais à l'instant, donc des groupes d'extrême droite, dont un parti antisioniste qui avait été présent notamment aux élections européennes précédentes, qui a fait des scores assez dérisoires, mais qui, en réalité, c'était la volonté des durs du régime iranien de trouver autour d'une polarisation anti-israélienne, de recruter des troupes et d'élargir leur base. C'était au moment... C'est là qu'était Dieudonné, voilà, exactement, tout ça. Comique, là aussi, entre guillemets. Voilà, mais logique avec le fait que Marine Le Pen courtise beaucoup Vladimir Poutine et les Russes. Oui, alors c'est effectivement... Du fait de leur alliance avec Bachar. Effectivement, il y a un axe aujourd'hui, Poutine, Bachar et Téhéran. Mais s'il y a le deal irano-américain, évidemment, c'est un énorme coup contre Poutine. Et du reste, les Russes ne veulent absolument pas de ce deal, pour ces raisons politiques, mais aussi pourquoi ? Parce que les Russes sont le premier producteur de gaz de la planète. Si l'Iran signe, et l'Iran est le deuxième producteur de gaz, enfin potentiel, la deuxième réserve explosée, l'Iran va mettre tout son gaz sur le marché, parce qu'ils ont énormément besoin d'argent, et ça va avoir un effet de baisse des prix. En plus, vous avez ce qu'on appelle la shale revolution, c'est-à-dire le gaz de schiste qui aujourd'hui est produit dans des conditions complexes, mais qui va se développer. Et du coup, les revenus de la Russie vont baisser. C'est d'ailleurs certains géopoliticiens, là je dépasse ma zone de compétence, expliquent que la raison pour laquelle les Russes aujourd'hui sont en train de prendre de progresser sur le terrain, en Crimée et ailleurs, c'est pour prendre précaution en perspective d'une baisse significative de leurs revenus. Christophe Ayat, Le Monde. Alors, vous décrivez, à travers par exemple les djihadistes français, qui soient d'origine musulmane ou convertis, et qui se rendent en Turquie pour aller ensuite en Syrie ou en Irak combattre aux côtés de l'État islamique, des parcours très mondialisés comme ça, où les gens sautent les frontières, vivent dans la banlieue parisienne ou bruxelloise, mais suivent sur Twitter ce qui se passe minute par minute à Mossoul, exactement.
Et il y a un autre pays qui n'échappe pas à ça, au Proche-Orient, c'est Israël, puisque parmi les 3 jeunes adolescents qui ont été pris en otage, on ne sait pas trop exactement par qui, cette semaine, je crois, il y a un jeune d'origine américaine qui venait du Wisconsin et qui apparemment était venu très récemment et menait une vie très très proche de celle des colons. Israélien, au milieu en plus d'enclaves palestiniennes au milieu de la Cisjordanie. Est-ce que vous avez observé ce phénomène en allant en Israël? Oui, alors justement, là, dans le voyage que j'ai fait, j'ai eu un parcours en Cisjordanie. Et vous savez que la Cisjordanie est divisée en zones différentes, c'est-à-dire vous avez les zones A, B, C. Certaines dans lesquelles les zones A, l'autorité palestinienne exerce en principe tout son contrôle, même si les Israéliens peuvent faire les incursions qu'ils veulent. Et quand vous avez des routes qui vont dans l'autorité palestinienne, territoire A, vous avez d'immenses panneaux en hébreu, en arabe et en anglais qui disent il est interdit aux citoyens israéliens d'aller là-dedans. Danger de mort, ça conduit à un village palestinien. Vous avez des zones C qui sont complètement sous le contrôle israélien, qui sont celles où il y a les colonies, et puis des zones B qui sont intermédiaires. Et ce qui est très frappant, c'est que vous voyez sur les routes, en même temps, des jeunes, j'en ai vu encore il y a une quinzaine de jours, des jeunes colons ou enfants de colons religieux reconnaissables à leur manière de s'habiller, avec les phylactères, etc., la kippa sur la tête, qui font du stop, et pour aller comme cela au lycée ou en revenir ou ailleurs, et qui peuvent être pris aussi par des véhicules, soit de Palestiniens, soit de plaques jaunes, c'est-à-dire des Israéliens ou des Palestiniens qui habitent à Jérusalem. Et donc on voit une espèce d'interpénétration. Il faut voir que la situation en Israël est aujourd'hui très paradoxale, puisque les gens qui vivent en Israël de l'autre côté du mur, c'est-à-dire entre la mer et le mur, à Tel Aviv par exemple, vous avez l'impression que la Palestine n'existe plus pour eux. Ils ont complètement oublié le mur. Hein. Vous avez sur les plages de Tel Aviv les filles tatouées qui bronzent. Tel Aviv est pavoisé du drapeau, du flag, du drapeau homosexuel, un peu comme l'était Montpellier. Vous avez toute cette espèce de société. Et de l'autre côté du mur, on est dans un autre monde. Alors un autre monde dans lequel l'alliance entre Hamas et le Fatah aujourd'hui a créé un gouvernement d'union qui, d'une certaine manière, rend le Hamas beaucoup moins efficace et offensif, parce que Hamas a perdu le soutien de l'Iran, a perdu le soutien de l'Égypte, et aujourd'hui une situation très compliquée, et donc est moins dangereux pour les Israéliens. Mais en même temps, pour une partie du pouvoir israélien, l'enlèvement de ces 3 jeunes gens par des inconnus pour l'instant a fourni une occasion remarquable pour accentuer une pression massive sur Hamas, le pourchasser et détruire ses cellules avec des opérations militaires en Cisjordanie. Voilà, il y a eu cette nuit, il y a eu d'ailleurs des gens qui ont été tués, il y a eu des morts, et ça fait partie aussi d'une certaine manière de prise de position des uns et des autres pour le grand puzzle du Moyen-Orient. Je crois que tout le monde au Moyen-Orient sait qu'il y a des changements fondamentaux qui sont en train de se préparer. Gilles Kepel, vous disiez, pardon de vous interrompre, vous disiez qu'il y a quelques années, quand vous étiez jeune, comme vous disiez, les chercheurs avaient la situation au Proche-Orient en ligne de mire, en pédagogie, en explication de la situation. Est-ce qu'il faut se résigner? Est-ce que le processus de paix, au fond, ne produit jamais rien? Alors, le processus de paix israélo-palestinien a produit quand même quelque chose. C'est-à-dire, pour l'instant, après la seconde intifada, l'échec de la seconde intifada palestinienne, c'est la construction du mur, c'est-à-dire une société israélienne qui vit dans une sorte de bulle et qui est très prospère, avec des start-up, une sorte de Silicon Valley, une prospérité véritable. Et de l'autre côté, la question de savoir si la société palestinienne va pouvoir d'une certaine manière bénéficier des à-côtés de cette prospérité, ou au contraire va se situer en clivage et en effondrement par rapport à celle-ci. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir si le Hamas, qui contrôlait Gaza et qui aujourd'hui a renoncé au contrôle de Gaza, en échange, espérait-il que les dirigeants du Fatah à Ramallah paieraient les salaires des fonctionnaires de Gaza qui ne sont plus payés, des fonctionnaires du Hamas, ce qu'ils n'ont pas fait pour l'instant. Est-ce que tout ça, ça va aboutir à un affaiblissement considérable du Hamas, un peu comme l'affaiblissement énorme des frères musulmans aujourd'hui à cause de la répression en Égypte? Vous voyez, ce sont pour l'instant, à ce stade, moi, je peux essayer de poser des questions, d'identifier
des lignes de clivage, mais je ne me risquerai pas à faire un pronostic à 2 ans. Alors, tant qu'à faire de poser des questions simplistes, est-ce que ce qu'on a vu, le grand public, nous avons tous vu il y a un peu plus de 2 ans maintenant avec ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe, est-ce qu'il est trop tôt pour en faire un bilan? On a le sentiment d'un monde arabe plus compliqué, plus incertain qu'il ne l'était encore avant. On va finir par, un certain nombre d'observateurs vont regretter les régimes forts qu'il y avait préalablement. Oui, c'est le cas d'un certain nombre déjà. Moi, j'avais, avant Passion française, publié un autre livre l'année dernière qui s'appelait Passion arabe, justement, qui était le récit de 1 an et demi de voyage dans ces pays en révolution, un peu dans toute la région, avec le double sens de passion, justement. La passion, c'est l'enthousiasme, en français, en anglais. L'enthousiasme, c'est aussi la passion du Christ, la souffrance. Et il y a ça en permanence, si vous voulez. Vous avez eu 3 phases. Une première phase en 2011, qui est la chute des anciens régimes dictatoriaux, la génération Facebook 2.0, comme on le disait, au Caire. Alors, les journalistes ont adoré parce que on avait c'est lisible, compréhensible. Voilà, ça y est, et on a l'impression qu'on comprend et que finalement, les Arabes, ça y est, ils sont comme nous. Fini Ben Laden, fini Al-Qaïda, fini le djihad. Démocratie à l'occidentale. Il y aura un parti démocrate et un parti républicain dans chaque pays. Voilà. Le fait est que Al-Qaïda, après cette première vague, comme vous dites, maintenant Al-Qaïda a du plomb dans l'aile, si voilà, je peux dire. Al-Qaïda, à ce moment-là, disparaît comme structure centralisée, c'est-à-dire concrétisée par la mort de Ben Laden, tué par l'armée américaine. Mais ce qui va se produire, c'est que les révolutions arabes et le maintien de ces frustrations aboutiront, si vous voulez, à l'émergence d'une autre forme de djihadisme qui est celui de l'armée de l'État islamique en Irak et au Liban, oui, qui est au Levant, pardon. Donc ça, c'est cette première phase, c'est ça. Mais tous les régimes, les anciens régimes, ne tombent pas partout. Ils tombent seulement en Tunisie, en Égypte et en Libye. Au Yémen, c'est beaucoup plus flou. Au Bahreïn, la révolution est avortée parce que la plupart des révolutionnaires sont des chiites et la monarchie est sunnite. Et en Irak, très vite, ça se traduit en conflit sunnite-chiite. Et Bachar el-Assad, il a gagné ? Bachar el-Assad, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il a gagné pour l'éternité, mais en tout cas, il y a quelques temps encore, on annonçait la chute du régime d'Assad dans le mois, dans la semaine, dans la journée ou dans l'heure. Est-ce qu'il faut continuer de soutenir ceux qu'on appelle les opposants modérés, enfin ceux de l'ASL, les Syriens de l'armée syrienne libre, puisque c'était ça la ligne de démarcation que faisait la politique étrangère française, c'est qu'il y a ceux soutenus par Al-Qaïda, il y a aussi donc l'État islamique en Irak et au Levant. Et puis, de l'autre côté, il y a une opposition plus modérée, entre guillemets. Alors, toute la question, c'est justement qu'elle arrive à démontrer son existence. Pour l'instant, alors c'est aussi... Elle est mise en échec. C'est aussi un effet, si vous voulez, de la médiatisation et de la manière dont, évidemment, tout le monde se focalise sur les plus méchants, sur les plus monstrueux, ces images atroces qu'on a vues tout à l'heure, où on a le gars qui a le malheureux qui est mis à terre avec une mitraillette sur le cou, etc. Bon, évidemment, ça, c'est ce qui fait le plus horreur, et c'est ce que la machine médiatique est telle, c'est ça qu'on retient. Du coup, ceux qui ont une politique plus équilibrée, disons, on ne les voit plus. Cela étant, ils ont aujourd'hui beaucoup de mal à se faire entendre. Ils sont pris entre le marteau des djihadistes et l'enclume du système Bachar. Bachar s'est fait réélire. Alors, personne n'y croit ici, bien sûr, mais néanmoins, en termes de communication, là encore pour les médias, on montre des femmes dévoilées, des enfants joyeux, des clips vidéo qui votent pour Bachar el-Assad. De l'autre côté, pour l'instant, il n'y a à montrer que des images d'égorgement, etc. Christophe Vaillet de Le Monde. Je voudrais reparler d'un pays que vous connaissez bien, vous avez vécu. C'est l'Égypte. Vous avez connu l'Égypte de Sadat, de Moubarak. Aujourd'hui, on est dans l'Égypte de Sisi. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est plus dur? Qu'est-ce qui est différent? Il y a une forme d'autoritarisme militaire. Et ce sera la dernière question. Oui, alors l'Égypte du maréchal Sisi, c'est une Égypte qui ressemble énormément à l'Égypte de Moubarak, mais entre les deux, il y a eu la révolution et il y a eu la prise du pouvoir par les frères musulmans et l'éradication des frères musulmans. C'est-à-dire que si le maréchal Sisi voulait gouverner exactement de la même manière que Moubarak, et ça je crois que les élites égyptiennes en sont très conscientes, il ne survivra pas. Regardez, l'élection n'a pas été un raz-de-marée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont été obligés de donner un 3e jour d'élection prétextant qu'il y avait je sais pas quoi, un problème climatique, et puis que les gens priaient, pour que les gens y votaient. Oui. Voilà, y votaient, et les résultats, ça n'a pas été du tout un plébiscite. Donc je crois qu'il est très conscient de ce type de défi aujourd'hui.
Merci Gilles Kepel d'avoir tenté de décrypter avec nous la complexité de cette partie du monde arabe et de l'islam. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre international. Merci Gilles Kepel. Merci à vous.